Donc, bonjour à tous. Mon nom est Marc Lebel-Racine. Je suis secrétaire général du Cercle québécois des affaires internationales. Donc, au nom du Cercle, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette première conférence en 2021. Nous avons la chance ce matin d'avoir M. Marc-André Ansoueto parmi nous, qui est un habitué du Cercle. Donc, sans plus tarder, je vais vous le présenter. Marc-André Ansoueto est professeur adjoint en développement international à l'Université du Québec en Outaouais, à l'UQO, ancien boursier postdoctoral du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et du Fonds de recherche du Québec en société et culture. Il a mené entre 2018 et 2019 un projet de recherche intitulé « Contradiction des politiques canadiennes des droits humains au Guatemala et en Colombie sur la décennie 2009 à 2019 ». Monsieur Ansoueto est diplômé de l'UQAM au doctorat en sciences politiques en 2016 et il a réalisé son post-doctorat à l'Université d'Ottawa entre 2018 et 2019. Donc, bienvenue, Monsieur Ansoueto. Puis, sans plus tarder, nous allons exploiter le sujet de vos recherches qui s'intitule « Perspectives croisées sur la politique étrangère canadienne de la dernière décennie en matière de droits humains au Guatemala et en Colombie ». Donc, une première question que j'aimerais vous poser, quels ont été les grands traits distinctifs de la politique étrangère canadienne au Guatemala et en Colombie dans la dernière décennie et en quoi ces orientations et ces objectifs ont-ils eu un impact sur les droits de la personne dans ces deux États latino-américains? D'abord, merci au Cercle de me donner cette opportunité de me prononcer sur mes recherches que je mène déjà depuis plusieurs années. C'est une très bonne question. Je vais tenter d'être bref. C'est ça, des fois, en tant que professeur, en tant que chercheur, on doit développer nos talents de synthèse. Donc, je me sens un peu au défi, mais je vais tenter dans le meilleur de mes capacités. D'abord, je dirais de façon très succincte la tension entre les intérêts commerciaux et les valeurs, entre guillemets, canadiennes ou québécoises qui sont ancrées dans la solidarité internationale. Ça, c'est quelque chose qui s'est pérennisé et lorsqu'on creuse un peu dans l'histoire diplomatique, on voit que c'est quelque chose qui a émergé dans un contexte bien précis. Et pour ma part, vous avez mentionné mes études doctorales, ma thèse, c'est assez représentatif de ce qui m'anime depuis déjà quelques années. Le titre de ma thèse était « Ce que promouvoir les droits humains veut dire ». Une étude de la diplomatie canadienne au Guatemala en 1976 et 2013. Je me posais, pourquoi le Canada s'est-il investi pendant plus de 40 ans dans la promotion des droits humains, la promotion du rétablissement de l'état de droit au Guatemala durant et après le conflit armé interne au Guatemala en 1960 et 1996. Par conséquent, je me suis intéressé à l'histoire diplomatique, à l'évolution de la politique étrangère du Canada envers ce pays, mais aussi envers l'Amérique latine et les Caraïbes en général. Et ce qui m'amène à faire ressortir peut-être 3 périodes pour comprendre l'évolution de cette dynamique particulière avec la région. Je dirais peut-être 3 tournants majeurs dans les relations entre le Canada et les Amériques au 20e et au 21e siècle. D'abord, l'ère Trudeau, de Pierre Elliott Trudeau, entre 1968 et 1984, ça pose les fondations de cette relation avec la région. Vous pouvez penser au fameux livre blanc de 1970, la fameuse 3e option de 1972, où le Canada cherche à se soustraire de cette dépendance économique et culturelle des États-Unis et cherche justement à diversifier, notamment dans des marchés émergents en Amérique latine. Ça coïncide aussi avec la création de l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international en 1968, et tout ce mouvement de solidarité internationale, au-delà de nos frontières nationales, au-delà de nos intérêts nationaux classiques envers cette région-là et qui va être galvanisé, entre autres, après le coup d'État chilien de 1973 où la société civile québécoise et canadienne va être très active. Donc, ça pose les jalons un peu de cette tension-là entre intérêts commerciaux et aussi valeurs canadiennes. La deuxième période qui met ça de l'avant, c'est celle de Brian Mulroney entre 1984 et 1993, qui mène conséquemment à l'entrée du Canada officiellement dans l'Organisation des États américains et aussi la mise en œuvre de l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique et les États-Unis. Mais c'est aussi là où le Canada commence à
intervenir de façon plus active, de façon plus proactive dans l'appui à la démocratie, mais aussi dans les interventions, des missions de paix. Les premières opérations de paix canadiennes en Amérique latine vont se dérouler en Amérique centrale, entre autres au El Salvador, avec l'ONUSAL, par la suite au Guatemala. Et donc, cette période-là est extrêmement importante pour comprendre certains éléments contemporains. Et la troisième période, je dirais, c'est celle du gouvernement Harper entre 2006 et 2015. Vous vous rappelez, il y avait la stratégie des Amériques qui avait été dévoilée en 2007, mais on assiste aussi à plusieurs signatures d'accords de libre-échange avec des pays clés, Pérou, Colombie, Honduras, Panama. C'est là où aussi on voit que le concept de diplomatie économique, mise de l'avant en 2013, qui mettait l'accent surtout sur les ressources naturelles et les secteurs extractifs dans l'approche canadienne, dans les affaires mondiales. On assiste aussi à une recommercialisation de l'aide canadienne au développement. Et donc, ça, c'est, je dirais, 3 périodes pour bien comprendre cette tension-là qui s'est pérennisée. Mais je vous dirais qu'au-delà des différences idéologiques, rhétoriques ou politiques entre les différents gouvernements que j'ai mentionnés, et si nous incluons aussi d'autres gouvernements comme les gouvernements libéraux de Chrétien ou de Martin, on voit qu'il y a quand même 3 objectifs interdépendants qui se sont pérennisés depuis l'époque de Brian Mulroney, qui sont toujours les mêmes, même si vous regardez, vous comparez avec Justin Trudeau depuis 2015 et Harper, ça revient toujours dans un ordre inversé, dépendamment des gouvernements, soit la promotion de la démocratie, la prospérité économique et la sécurité hémisphérique. Ce sont 3 objectifs qui prennent racine, entre autres, durant l'époque de Brian Mulroney. Et je crois que c'est ça qui permet de comprendre cette genèse et aussi la continuité de nos politiques à l'égard de ce qu'on appelle les droits humains et le sens de droits humains, qui a fortement évolué de la manière que nous intervenons pour faire la promotion ou les défendre, et aussi avec la justice transitionnelle et la consolidation de la paix dans 2 pays clés, le Guatemala et la Colombie. Très bien. Alors, maintenant que cette entrée en matière a été faite et qu'on a jeté les bases théoriques, j'aurais envie de vous demander que, considérant que ces 2 États ont été meurtris par de longs conflits internes que vous avez évoqués, là, on peut établir un parallèle là, sur les guerres civiles qui ont déchiré ces pays-là dans un passé récent. Est-ce qu'il y a de l'espoir à court ou moyen terme pour les victimes de violations des droits humains d'obtenir réparation et de reprendre une vie normale? Je pense notamment à la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, mais aussi à l'accord de paix qui est intervenu en Colombie. Ben, c'est une excellente question. Encore une fois, c'est difficile de répondre oui ou non. Il y a toujours un entre les deux. Mais obtenir réparation et reprendre une vie normale, il y a eu un certain espoir. Vous avez mentionné le cas de la CICIG, hein, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle quand même assez unique de coopération internationale de justice transitionnelle, cette expérience-là. C'est un modèle sui generis où, suite à un accord entre le gouvernement guatémaltèque et l'ONU, on met en place cette commission-là pour démanteler des structures criminelles qui gangrénaient les institutions guatémaltèques. En dépit du fait que le Guatemala avait signé des accords de paix en 1996, et c'est là où il y a beaucoup de parallèles avec la Colombie, nous avons assisté à une hausse des assassinats des leaders sociaux, des menaces, des attaques contre les défenseurs des droits humains. Et donc, la société civile guatémaltèque a réagi et a été consultée justement des pays donateurs, des membres de la coopération internationale présents au sein du Guatemala. Ils se sont mobilisés justement pour attirer l'attention sur ce phénomène-là. Et là, je parle au début des années 2000, ce qui a mené à la création de la CICIG, qui a opéré entre 2007 et 2019. Son travail a été remarquable et c'était une conjoncture quand même politique bien précise. Il faut quand même comprendre que des fois, il y a des bonnes idées, mais c'est la volonté politique qui est absente. Dans le cas de la CICIG, rappelez-vous que nous étions dans une époque où le gouvernement de Álvaro Colom était au pouvoir. Donc, c'était le premier gouvernement, disons, centre-gauche élu démocratiquement au Guatemala depuis l'époque de Jacobo Arbenz en 1950 jusqu'à 1954. Et donc, évidemment, avec un gouvernement de la sorte, et prenons en considération le fait qu'au niveau de la conjoncture,
la relation entre les États-Unis et le Guatemala est toujours importante à prendre en considération. Ça correspond aussi à l'entrée au pouvoir de Barack Obama et donc la lutte contre la corruption, le renforcement de l'État de droit. Il y avait une conjoncture qui était favorable et donc la CICIG a pu opérer et on a assisté justement à un démantèlement de structures criminelles. Il y a plusieurs cas emblématiques, mais peut-être celui que vous vous rappelez le plus, parce que c'est le plus récent, celui de 2015, le fameux cas La Línea, qui a fait tomber justement l'ancien président guatémaltèque, Otto Pérez Molina, et toute son administration. C'était un système de corruption assez sophistiqué de détournement de fonds où on appelait au téléphone le secrétaire de la vice-présidente et bon, il y avait tout un système de pots de vin. C'est donc dans un pays où l'impunité régnait en maître, hein, disons, au Guatemala, c'est quand même des choses qui donnent espoir. Et ça m'emmène aussi à parler de certains cas emblématiques de litiges stratégiques de défense des droits humains. Donc, entre la période 2009-2013, certains militaires guatémaltèques ont été accusés pour des crimes graves contre l'humanité, dont le cas emblématique de Rios Montt en 2013, accusé de génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Et ça met de l'avant aussi un effet quand même assez positif de la coopération internationale, du travail de certaines ONG, par exemple l'ONG Avocats sans frontières Canada, qui collaborait avec plusieurs organisations partenaires au Guatemala qui travaillaient sur ces thématiques-là depuis une vingtaine d'années et ont su profiter de cette conjoncture. Et donc, là, oui, pour répondre à la question, il y a eu des moments où on obtient réparation, justice, en dépit du fait que, bon, après, le cas de Rios Montt nécessiterait une présentation tellement qu'il y a eu des rebondissements, mais d'un point de vue symbolique, oui, c'est quelque chose de bon. Il y a eu le cas Sepur Zarco en 2016 par rapport à des violations touchant les femmes, des crimes de nature sexuelle dans un conflit armé. Donc, ce sont des cas emblématiques qui méritent d'être mentionnés. Puis dans le cas de la Colombie, vu que c'est plus récent, il faut se rappeler que suite aux accords de paix de 2016, on a vu la mise en œuvre de mécanismes de système intégral de vérité, justice, réparation et non-répétition. C'est composé de plusieurs institutions fort intéressantes. À vrai dire, c'est peut-être l'un des systèmes les plus sophistiqués en termes de justice transitionnelle parce qu'ils ont appris des leçons des autres pays qui ont mis en œuvre différentes institutions de justice transitionnelle. On a une commission d'éclaircissement de la vérité, un tribunal spécial pour la paix, mieux connu en espagnol sous l'acronyme CREP, unité de recherche des personnes disparues. Et là-dessus, je veux dire, la communauté internationale, dont le Canada a notamment amené une contribution intéressante. Le problème, c'est le manque de volonté politique et l'obstruction au travail de ces institutions. Tout comme le Guatemala, après la fin du conflit armé, il y a eu justement au Guatemala un plébiscite pour intégrer certains éléments des accords de paix dans la Constitution guatémaltèque et ça avait été rejeté. Et ce plébiscite-là, par contre, avait eu lieu quelques années après les accords de paix. Et donc, ça a un peu tué le momentum. Dans le cas colombien, rappelez-vous, le plébiscite a eu lieu immédiatement en 2016, l'option non. Et donc, il y a eu quelques réformes, mais finalement, ils sont arrivés. Mais le problème, c'est que le gouvernement Duque, qui suit la ligne de parti de son mentor Álvaro Uribe, s'est fortement opposé justement au travail et aussi à la mise en œuvre de certaines de ces institutions, dont la juridiction spéciale pour la paix, la JEP. Et les fameuses manifestations que nous voyons actuellement et qui remontent déjà à plusieurs années, 2019, ça prend en compte ce mécontentement de la population colombienne par rapport à ça, entre autres. Très bien. Puis, au-delà du secteur extractif que vous avez mentionné et qui comporte manifestement une certaine part de polémique quant au rôle joué par des entreprises québécoises ou canadiennes dans ces deux pays, est-ce qu'il existe, selon vous, certaines formes de développement économique qui favoriseraient davantage le respect des droits de la personne? Ou autrement dit, comment les gouvernements du Québec, du Canada ou d'autres pays des Amériques peuvent-ils soutenir des activités économiques plus éthiques? Notamment, je pense à des secteurs comme le tourisme durable, les technologies propres ou une meilleure utilisation des ressources naturelles ou tout autre exemple que vous auriez en tête là, pour des activités économiques qui seraient plus aptes là, à favoriser un type de développement
plus humain, si on veut? Ouais, c'est une excellente question. Bien entendu, je crois qu'il faut saisir les occasions quand, par exemple, la politique officielle d'un gouvernement met de l'avant des mesures d'inclusion de personnes ou de secteurs de la société qui sont marginalisés. En l'occurrence, la politique d'aide internationale féministe du Canada, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis de l'avant et par conséquent, le secteur à la fois privé ou le secteur de la société civile peut en bénéficier dans des projets, des appels d'offres. Et donc, à cet égard, je crois qu'on a pu assister, dans le cas du Guatemala, à différentes formes d'intégration des femmes autochtones dans des secteurs de l'économie guatémaltèque. Bien entendu, c'est sûr qu'il y a le stigma autour du comportement. Il ne faut pas non plus généraliser à l'ensemble. Des fois, il faut faire une différence entre des juniors et des super grandes entreprises minières. Et donc, le code d'éthique ou la responsabilité sociale des entreprises, il y a des principes qui tournent autour de cela, mais ce n'est pas nécessairement mis en œuvre avec la même volonté dépendant des joueurs. Et c'est sûr que ça porte ombrage à d'autres secteurs dans lesquels, par exemple, le Canada ou le Québec pourraient investir davantage. Moi, personnellement, j'estime que dans tout le secteur des énergies vertes, c'est quelque chose où, au Guatemala et en Colombie, il y a des marchés quand même à exploiter. C'est sûr que lorsque nous pensons à l'inclusion et à l'exclusion, il y a un phénomène qui, ça m'intéresse depuis quelques années. On en entend parler, des fois pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Tout ce qui est le volontariat, le volontourisme, j'ai une étudiante qui a fait sa maîtrise avec moi, qui a déposé tout récemment son projet, son mémoire portant sur le phénomène du volontourisme au Guatemala. Et comme quoi l'Institut national guatémaltèque de tourisme, l'INGUAT, misait beaucoup là-dessus, et d'autres pays centra-américains aussi, sur justement ce flux de personnes qui, dépendamment, qui vient du Nord, généralement d'Amérique du Nord ou d'Europe, qui veulent aider, mais en même temps à connaître une culture. Et donc, évidemment, il y a eu des histoires comme We Charity qui a malheureusement fait la manchette, peut-être pour les mauvaises raisons de qu'est-ce que ce phénomène-là, mais ce n'est pas un phénomène qui est homogène. Et il y a beaucoup de coopératives, justement, qui viennent, qui reçoivent des volontaires pour une période de plusieurs mois. Et il y a comme des liens qui s'établissent, une relation de confiance dans certains projets, que ce soit pour réparer des écoles, que ce soit pour l'enseignement, l'éducation auprès des enfants. Et d'après les études que j'ai consultées là-dessus, dont celle de mon étudiant, parce qu'elle s'intéressait aux perceptions des Guatémaltèques par rapport au phénomène. Et c'était fascinant. D'une certaine façon, il y avait beaucoup de bénéfices où on voyait qu'il y avait plusieurs des coopératives qui recevaient ce type de volontaires pouvaient avoir des mises à jour dans leur formation, que ce soit en matière d'éducation. Donc, il y a un apprentissage, il y a une prise de conscience et tout ça. Évidemment, il y a des côtés négatifs. Des fois, il peut y avoir un risque de dépendance à ce type de main-d'œuvre, si on veut appeler ça comme ça. Ça peut générer des fausses croyances. Mais dans l'ensemble, il y avait quand même une perception assez positive. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'à la fois au Guatemala ou en Colombie, c'est des initiatives qui peuvent continuer à être financées. C'est sûr que c'est peut-être pas, dans le cas guatémaltèque, le secteur touristique est très important, tout comme en Colombie. Et actuellement, avec la COVID, ça l'affecte un peu ce secteur. Mais pour répondre de façon encore à cette question, je pense que dans le cas du Québec, on pourrait aussi miser sur tout le savoir-faire par rapport à l'électrification des transports, ces avantages comparatifs ou sur l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il y a des projets avec certaines universités, certains centres d'études supérieures en Colombie, entre autres, qui pourraient être développés. Et je crois que ça témoigne de la diversité de notre économie qui n'est pas nécessairement axée que sur le secteur minier, par exemple. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le futur en matière d'action internationale du Québec et du Canada sur ces deux territoires, sachant que la Colombie et le Guatemala revêtent un certain intérêt commercial pour nos gouvernements et nos entreprises?
Je pense notamment, il existe déjà un accord de libre-échange là, avec la Colombie, mais il y a peut-être d'autres pistes à identifier là, pour nos liens commerciaux, je crois, qui sont appelés à prendre de l'expansion pour le futur. Ben, en effet, c'est des éléments à prendre en considération. Ça me fait penser parce que je lisais ce matin, entre autres, il y avait un article intéressant un reportage de Radio-Canada qui portait sur les travailleurs agricoles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien réglementer, du moins bien prendre en considération la dignité de ces travailleurs qui nous aident beaucoup de ces travailleurs qui sont guatémaltèques, mexicains, mais d'Amérique centrale. Et on a pu voir dans le cadre de la dernière année, entre autres, parce que, bon, la période de COVID, cette pandémie nous a donné le temps de réfléchir sur beaucoup d'aspects de notre mode de vie, notre façon de consommer, etc. Et puis, bon, on a peut-être mis un peu plus en lumière certaines dépendances à une main-d'œuvre étrangère dans ces secteurs pour manger, justement, québécois, que ce soit nos tomates, nos fruits et légumes, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est un couteau à double tranchant. Donc, c'est bien, pour en avoir parlé beaucoup au Guatemala avec des gens qui souhaitaient comme avoir plus d'informations pour participer à cela. C'était pratiquement, j'étais stupéfait de voir à quel point, que quand je disais que je venais du Canada, c'est la première chose qu'on me demandait, c'est comment on faisait pour rentrer dans ce programme-là. Ce qui témoigne de la situation au Guatemala en termes d'emploi. Les gens cherchent des débouchés et ça m'amène à penser aussi à tout le flux migratoire dans la crise du Triangle du Nord qui touche les pays voisins. Mais, donc, cette augmentation de travailleurs étrangers temporaires, c'est une chose qui est intéressante. C'est utile pour certains secteurs au Québec. C'est utile aussi pour certaines de ces familles qui renvoient de l'argent dans leur pays. Mais en même temps, il faut toujours prendre en considération leurs droits, en dépit du fait qu'ils ne sont plus sur leur territoire. Je crois que leurs droits humains doivent continuer à être respectés, du moins leur dignité. Par rapport à la Colombie, j'ai pu voir dans les dernières années à quel point il y avait une augmentation aussi d'ententes bilatérales entre universités québécoises et universités colombiennes. Le secteur éducatif colombien est très, très, très fort. Je pense à des universités comme Los Andes, l'Université nationale. Il y a vraiment et je crois que ça, c'est quelque chose à poursuivre, à développer. On sait, lorsqu'on pense à l'action internationale du Québec, il y a certaines priorités. On pense à la langue, la culture et comme anecdote, je me rappelle quand j'étais à Bogota en 2019, il y a un intérêt quand même assez fort, même au Guatemala, mais je l'avais noté plus envers la culture francophone. Je vois l'Alliance française et tout ça, et je pense que le Québec, tout comme il l'a fait au Mexique déjà, peut poursuivre sur cette lancée sur le territoire colombien et guatémaltèque. Puis on pense aussi à la diplomatie économique version québécoise, mais je crois qu'il y a des secteurs de pointe qui seraient intéressants de voir s'il y a des moyens de développer ça. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, mais aussi tout le secteur des jeux vidéo. Je vis à Montréal et j'ai vu à quel point ça occupait une place centrale dans la vie économique de Montréal, mais aussi dans les orientations au niveau de l'éducation, les formations que certaines personnes vont décider de suivre. Je crois que ça pourrait être quelque chose à développer, entre autres avec le marché, avec la Colombie. Tout le secteur bioalimentaire, je crois, les deux pays regorgent de ressources naturelles, mais aussi tout ce qui touche l'agriculture. Donc, ça, c'est un secteur que je crois qui pourrait être développé davantage, mais tout en prenant en considération l'importance des droits humains. Il y a ce fameux accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie qui a été signé en 2008, mais qui a été mis en œuvre en 2011. Il y a également cet accord par rapport aux droits humains. Je crois que l'accord parallèle par rapport aux droits humains devrait être pris avec un peu plus de sérieux parce que c'est la part de la société civile, des organisations de défense des droits humains au Canada, au Québec. Souvent, on critique ou on entend un mécontentement comme quoi l'impact du libre-échange sur les droits humains est vu comme d'une façon séparée. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. Mais je reste quand même confiant qu'il y a beaucoup de potentiel inexploité dans la relation entre le Canada, le Québec et
les deux pays mentionnés. Très intéressant ce que vous mentionnez. J'ai juste une petite question corollaire qui me vient à l'esprit. Peut-être avez-vous la réponse. Vous avez mentionné l'accord parallèle sur les droits humains qui est, j'imagine, enchâssé dans l'accord de libre-échange Canada-Colombie. Qu'est-ce qui advient s'il y a violation des droits humains? Est-ce qu'il y a des mécanismes de reddition de comptes, de contraintes qui sont prévus dans cet accord parallèle ou ça reste aspirationnel comme mécanisme? Ben, ça revient tout le temps mettons, au Parlement, à la Chambre des communes. Pour être très franc, cet accord est un peu, comment je pourrais dire, disons que par rapport à la dimension des droits humains là, de l'accord de libre-échange Canada-Colombie, c'est assez opaque la manière que ça fonctionne. Je vais donner un exemple. Ça a pris quand même quelques années parce qu'annuellement, il doit y avoir un rapport qui est produit sur le bilan, sur les droits humains, la situation. Et du côté canadien, ça a pris quelques années avant que ça débute officiellement. Puis il y a toujours cette réserve à s'exprimer par rapport aux violations de droits humains en Colombie qui pourraient être commises ou qui auraient un certain lien avec le Canada des entreprises canadiennes. Et ça génère un certain malaise parce qu'on tente de séparer deux phénomènes qui sont pourtant très liés. Et donc, même au sein de la société civile canadienne, des groupes de défense de droits humains, il y en a qui se sont retirés du processus parce qu'ils estimaient que ça ne fonctionnait pas bien. Donc, quand les principaux protagonistes, qui sont justement ceux qui vont signaler, pointer du doigt lorsqu'il y a des violations de droits humains, n'ont plus vraiment confiance ou estiment que c'est un peu un exercice de façade, ça n'envoie pas un bon signe. Est-ce qu'il existe un mécanisme? Je crois que ça repose encore sur de la volonté politique. Et là-dessus, du côté canadien, je crois qu'on envoie souvent la balle du côté colombien, mais je crois que là-dessus, nous avons une responsabilité. L'outil existe, l'accord est là, après, c'est la volonté politique de véritablement le mettre en œuvre. Parce que c'est le premier accord, il faut quand même préciser, qui avait cet élément enchâssé dans l'accord de libre-échange. Avec nos accords, avec d'autres partenaires, il n'y avait pas cette dimension de droits humains qui était dans un accord parallèle et mise en œuvre. Donc, je ne crois pas qu'il faut jeter complètement, mais je pense que ça a besoin d'une volonté politique. Et là-dessus, du côté, parce qu'on avait beaucoup d'attentes, est-ce que l'ère Trudeau allait être différente de l'ère Harper? Il y a beaucoup d'éléments de continuité là-dessus, par contre. Très bien, merci pour la précision. On serait déjà rendu à notre dernière question. Je vais en prendre une du public, justement. Je crois que les gens sont très curieux de savoir ce qui se passe dans l'actualité. Aussi, on a quelques échos là, via les médias de ce qui se passe dans ces deux pays, au Guatemala et en Colombie. Vous l'avez mentionné, je crois, à 2 reprises, l'éléphant dans la pièce, la COVID-19. Comment ces deux pays-là s'en tirent? Ici, au Québec, on enregistre la capsule le 31 mai 2021. On entame le processus de déconfinement, puis on peut sentir quand même une effervescence, là, un empressement de revenir à certaines habitudes qu'on avait avant mars 2020. Par contre, ce n'est pas du tout la même réalité dans d'autres pays de l'hémisphère. Est-ce que vous pourriez peut-être juste nous glisser un mot là, sur de votre côté, ce que vous avez lu, ce que vous en savez, comment ça se déroule dans ces pays-là? Puis, ouais. Au-delà des actualités, en fait, il y a aussi la mobilisation sur la réforme fiscale là, en Colombie qui a beaucoup défrayé les manchettes. Mais je m'intéresse à savoir si les populations vulnérables s'en sortent mieux que lors des conflits internes qui ont déchiré ces pays-là là, dans les décennies précédentes. Donc, peut-être essayer d'établir un parallèle dans la mesure du possible entre différents phénomènes. Encore une fois, une très bonne question. Cette fois-ci, je vais commencer avec la dernière pour m'amener à ce qui avait été posé initialement. Pour répondre, est-ce que les populations vulnérables touchées par les conflits s'en tirent mieux? En situation de COVID, la réponse est non. Là-dessus, je suis assez clair. Il n'y a pas d'hésitation. On a pu assister à une recrudescence des violences et des inégalités chez les groupes qui ont été les plus affectés par les conflits armés dans les deux pays. Hein. Donc, si on pense à la Colombie, on pense au peuple afro-descendant, au peuple autochtone, aux paysans, au Guatemala aussi, quand on pense aux conflits armés
On pense aux Autochtones, hein, Mayas, les différents groupes de la population maya guatémaltèque, qui sont les principales victimes du conflit armé, les femmes. Et donc, là, j'ai mentionné qui a été le plus affecté par les massacres, les violations dans les deux pays. Mais depuis 2020, depuis mars 2020, on voit que ils ne s'en sortent pas nécessairement mieux. J'avais vu un article qui avait été publié l'année dernière par une de mes collègues, Priscille Anctil-Avoine, et une de ses collègues, Jacqueline Vargas-Para. Priscille Anctil-Avoine, qui travaille sur la Colombie, qui est spécialiste du pays. Elle avait publié dans The Conversation un article qui parlait de la recrudescence des violences et des inégalités. Puis l'impact de la COVID-19 n'avait pas seulement marqué le genre, mais aussi racialement et selon la classe. Donc, bien entendu, on entendait souvent cette phrase « le virus n'a pas de frontières, il ne fait pas de distinction ». C'est vrai à un certain niveau, dans le sens où les classes supérieures, dans beaucoup de pays latino-américains, ont eu accès au vaccin avant tout le monde. Et donc, il n'y avait pas nécessairement, comme au Québec ou ailleurs dans le monde peut-être, des stratégies où on y va par groupe de la population et on essaie de suivre un protocole. Dans le cas colombien, mais surtout guatémaltèque, où j'étais, à cause de ma famille, vit là, hein, 99% de ma famille est au Guatemala. Et c'était des histoires assez scabreuses où les peu de vaccins qui étaient disponibles au pays étaient volés, il y avait du trafic et donc ce n'était pas nécessairement les groupes d'âge ou les groupes les plus vulnérables qui étaient vaccinés en premier lieu. Donc, ça a été un peu chaotique tout ça. Et une initiative que j'avais lue plutôt sur la Colombie que j'avais trouvé intéressante, mais en même temps qui est un couteau à double tranchant, c'était il y a le Radio Caracol en Colombie. Il y avait un programme, une plateforme, une application de géolocalisation dans Antioquia, à Medellín, qui s'appelait Medellín Me Cuida ou Medellín Prends soin de moi. Puis c'était justement pour se géolocaliser, tout ça, pour tracer les cas de COVID. Et ça avait été mis en place dès le mois d'avril 2020 et c'était présenté comme quand même une innovation. Il n'y avait pas ça au Guatemala à pareille date. Et par la suite, comme un bilan un an plus tard, il y avait des organisations de défense de droits humains qui déploraient qu'en bout de ligne, c'était surtout un outil de contrôle et de surveillance et d'utilisation et de trafic d'informations et de données privées. Donc, c'est quelque chose que je trouvais intéressant à souligner. Alors que dans le cas guatémaltèque, ça, c'est comme un cas qui est un peu différent dans le sens où ça l'a mis à nu la défaillance du système de santé guatémaltèque. Donc, le Guatemala, tout comme la Colombie, c'est un des pays les plus inégaux en termes de redistribution des richesses, mais le Guatemala a la palme là-dessus. Et ce qui est quand même important de retenir, c'est que là, en date, nous sommes le 31 mai, on est quasiment 1er juin, j'ai les chiffres. 658 200 doses de vaccins sont arrivées depuis février au Guatemala, mais le pays a quand même 16 millions d'habitants. Donc, lorsqu'on sait ici au Québec, aujourd'hui, j'ai reçu des courriels de gens qui ont reçu leur deuxième dose, c'est vraiment criant. Et donc, dans le cas du Guatemala, on a une mauvaise gestion, des soupçons de corruption, en dépit du fait que le président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, c'est un médecin lui-même. Au début, il avait reçu certaines éloges parce qu'il avait tout de suite mis un couvre-feu, un toque de queda, et quand même de façon assez serrée, ce qui avait un peu ralenti. Mais par la suite, bon, évidemment, comme d'autres pays, ils attendent la COVAX, donc les vaccins qui vont être reçus de la part de la coopération internationale, mais à l'instant où ils les ont reçus, c'est là où ça a commencé à dégringoler, où il y a plein d'histoires de vols, de trafic, de corruption. Alors, des situations un peu distinctes. Dans le cas de la Colombie, vous avez vu les manifestations depuis déjà un mois, 28 avril, la grogne populaire, mais qui inclut à la fois la COVID, mais toute une série d'insatisfactions de la part de différents secteurs de la société colombienne. Je dirais que dans les deux cas, encore une fois, les groupes en situation de vulnérabilité, ça ne va pas bien, mais dans le cas de la Colombie, je veux dire, la colère vient aussi de la classe moyenne, donc il y a comme une colère quand même qui transcende justement ces clivages et qui va au-delà
des mêmes groupes victimes des deux conflits armés. Très bien. Bien, écoutez, félicitations pour l'exercice de vulgarisation. Je crois qu'on a couvert une panoplie de sujets qui touchent ces deux pays-là et qui nous concernent aussi en vertu de la politique étrangère canadienne et de l'Action internationale du Québec. C'est très éclairant. Merci beaucoup pour ces enseignements. Puis les parallèles avec l'actualité, je crois qu'on peut quand même en tirer certaines leçons. Puis le sujet étant tellement vaste, on pourrait s'étendre beaucoup plus longtemps. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous, peut-être, espérons-le, pour une activité en personne là, avec le cercle. On a bien hâte de pouvoir renouer avec le public humain. Donc, c'est ça, on entrevoit peut-être des activités cet automne, là, rester à l'affût sur nos plateformes du Cercle québécois des affaires internationales. Sur les réseaux sociaux aussi, on va s'assurer de diffuser toutes les capsules là, qui sont diffusées. Vous pouvez faire un don à notre organisme sans but lucratif. Vous pouvez aussi devenir membre pour la modique somme de 10 $ et avoir accès, par exemple, à ce genre de capsules de qualité là, en exclusivité. Donc, en terminant, merci grandement Marc-André Ansoueto, qui est professeur adjoint à l'Université du Québec en Outaouais, pour avoir généreusement partagé votre savoir, votre lecture de ces deux situations qui ont quand même certains traits en commun. Bref, on se donne rendez-vous pour une autre conférence pour approfondir le sujet, puis peut-être aller encore plus loin, traiter d'autres enjeux là, qui nous préoccupent. Donc, on se dit à la prochaine. Merci pour votre temps, puis prenez soin de vous. Merci.